Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Élections législatives, retour de Laurent Gbagbo, dialogue entre pouvoir et opposition. L'année 2021 a été mouvementée sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Rétrospective dans ce journal. Vers une synergie entre gouvernement et économistes pour la collecte des données économiques sur le continent. Objectif affiché, améliorer les stratégies de développement mises en place par les États. Et puis, rétrospective culturelle au Tchad, où 2021 a été marqué par l'organisation de la Sama Fashion Week, un festival dédié à la promotion de la mode en milieu défavorisé et dont les bénéfices ont permis la scolarisation de 400 enfants. Mais tout d'abord, ce coup de filet de l'armée malienne. 27 terroristes ont été neutralisés ce jeudi grâce à des frappes aériennes dans la forêt de Souré, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan officiel fait état de 27 morts et de plusieurs blessés graves. Parmi eux figurent plusieurs chefs terroristes dont les identités n'ont pas été révélées. Par ailleurs, 31 terroristes auraient été neutralisés dans la région de Nara, au nord-ouest du pays. L'agenda politique 2021 a été chargé en Côte d'Ivoire entre la nomination d'un nouveau Premier ministre, l'organisation des élections législatives, le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et sa rencontre inédite avec son successeur Alassane Ouattara. Retour sur ces moments forts avec Ange Bijou-Nomenyo. En Côte d'Ivoire, l'année 2021 a été marquée par le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Celui que les Ivoiriens appellent affectueusement Woody a foulé le sol de son pays après 10 ans d'absence. C'était le 17 juin 2021. Bien avant cette date, l'ancien président de la Côte d'Ivoire avait bénéficié d'un acquittement auprès de la Cour pénale internationale dans l'affaire qui le reliait à la crise post-électorale de 2010. Lui et son collègue de la Jamaïque, ils ont décidé d'acquitter immédiatement Laurent Gbagbo et Charles Woody. Après le retour, c'était le moment des retrouvailles entre l'ancien président ivoirien et son successeur, le président Alassane Ouattara. La rencontre, contre toute attente, a été remplie de succès. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. L'ancien président Laurent Gbagbo a multiplié les visites après son retour en Côte d'Ivoire. La séparation formelle de son parti FPI et la création d'une nouvelle reste également l'une des actualités fortes sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Le plus dur est passé. L'Afrique du Sud a passé le pic du variant Omicron. L'annonce a été faite ce vendredi par le gouvernement, une annonce qui est synonyme d'assouplissement des mesures restrictives. La levée du couvre-feu a été décrétée par le président Cyril Ramaphosa et désormais jusqu'à 1000 personnes sont autorisées à se regrouper à l'intérieur contre 2000 à l'extérieur. Les autorités sud-africaines appellent cependant les citoyens à continuer à se faire vacciner tout en respectant les gestes barrières. L'accès aux données économiques a-t-il une influence sur l'amélioration des politiques de développement sur le continent ? Eh bien, la réponse est visiblement oui, puisque 17 pays ont connu une croissance inclusive de 2000 à 2020 en raison de la disponibilité des données sur les ménages. La création d'une synergie entre gouvernement et économistes est donc annoncée pour une meilleure collecte des informations. Les détails avec Nathalie Mo. Seuls 3% des données économiques disponibles sont collectées et exploitées dans le monde. En Afrique, ce problème est particulièrement criard et interpelle à la fois les gouvernants et les experts à œuvrer pour l'instauration de la transparence économique.
Le réseau des jeunes économistes de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a été lancé le 5 décembre 2021 pour créer une synergie dans ce sens. Et on va peut-être lier des rapports entre les ministres des Finances, les départements de statistiques et les universités. En Occident, c'est comme ça que ça marche. Beaucoup des universités, au fait, c'est eux qui font la recherche pour l'État. Le défi de la collecte et de l'exploitation des données économiques réside dans leur lisibilité. Selon le docteur Vera Songwe, l'Afrique doit pouvoir rendre ces informations compréhensibles pour l'ensemble de la population, d'où l'intérêt de les soumettre à l'analyse des jeunes économistes locaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays, tous les pays africains publient des données. Mais est-ce qu'on les rassemble d'une façon qui sont intelligibles? Est-ce que quelqu'un qui sort de la rue peut aller sur le site et comprendre rapidement? Non. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec ces jeunes économistes, c'est maintenant de dire, maintenant il y a toutes ces données dans tous nos pays, mais qui sont insaisissables. Et nous pensons avec ces jeunes économistes aujourd'hui de dire comment est-ce que nous pouvons peut-être mettre un peu plus de lumière sur ces données. L'accès aux données économiques a une influence notable sur l'amélioration des politiques de développement sur le continent. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a noté que 17 pays africains ont connu une croissance inclusive de 2000 à 2020 en raison de la disponibilité de données suffisantes sur les ménages. J-9 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. La Mauritanie figure parmi les 24 équipes en compétition. Et pour leur deuxième participation, les Mourabitounes rêvent grand. Explication avec José Douglas. Pour mieux préparer son équipe, l'entraîneur a procédé à une liste élargie pour ne pas récidiver comme à la Coupe des Nations FIFA d'Asie au Qatar où la Mauritanie était plutôt allée en touriste. 3 éléments complémentaires pour renforcer l'effectif visé au Cameroun. Kara Moko, Abeid, Thiam, Koulibaly et Ba. Stage de préparation à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, le 6 janvier 2022 et c'est seulement après que le sélectionneur dévoilera sa liste définitive pour disputer la CAN. C'est-à-dire 2 joueurs blessés qu'on a été contraint de remplacer rapidement. Donc voilà, un groupe élargi pour anticiper et aussi pour découvrir beaucoup d'entre eux. Même principe pour les joueurs appelés en Europe. Ils pourront jouer avec leur club jusqu'au 3 janvier selon la FIFA, alors que la date officielle de mise à disposition des joueurs pour les sélections participant à la CAN était initialement prévue le 27 décembre. La Confédération africaine de football autorise désormais les clubs à conserver leurs joueurs jusqu'au 3 janvier inclus. En Angleterre, il est question du Boxing Day d'ici au 3 janvier et en France, les 16e de finale de la Coupe de France les 2 et 3 janvier. L'entraîneur ne se décourage pas pour autant. Donc bien évidemment très heureux d'avoir fait cette tournée en Europe qui m'a permis de rencontrer 8 joueurs. 3 d'entre eux ont accepté de nous rejoindre. Voilà, avec un défenseur droit et 2 attaquants. Et puis il était aussi important pour moi de renouveler un peu l'effectif avec la présence de quelques jeunes. Didier Darosa possède des joueurs de bonne facture parmi les défenseurs. Bakary Diaye qui joue en Grèce, Abdoul Ba qui joue en Libye, Al-Hadi, Diadé Diarra qui joue en France, Souleymane Karamoko qui joue à Nancy, Ali Abeid qui joue à Valenciennes et Abdoul Kader Thiam qui joue en France également, Détroit Boulogne. Pour les milieux de terrain, Ibrahima Koulibaly qui joue au Mans, Yacoub Sidi qui lui joue en RDC à l'AS Vita Club. Parmi les attaquants, Aboubakar Kamara qui joue en Grèce, Omar Kamara qui joue en Bulgarie, Adama Ba qui joue au Maroc, Souleymane Doukara qui joue en Turquie, Pape Ibnou Ba qui joue en France en D2 au Havre. Premier match de la Mauritanie le 12 janvier 2022 contre la Gambie. Et tout comme la Mauritanie, le Burkina Faso affûte ses armes pour la grande messe du ballon rond, prévue, nous vous le rappelons, du 9 janvier au 6 février 2022. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Sidi Napon. Bonsoir.
Vous êtes ancien sélectionneur adjoint des étalons du Burkina Faso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors après des mois de polémique, il n'y a plus de doute, la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra bien au Cameroun dès le 9 janvier. Quel regard avez-vous porté sur l'organisation de cette compétition ? Sur l'organisation de cette compétition, je pense qu'il y a eu beaucoup de quiproquos là-dessus. Ça se passe pas, des réunions se tiennent, la FIFA s'en mêle. On reporte, on ne reporte pas. Heureusement, le président a pris vraiment la bonne décision de convoquer le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, qui a convoqué le président de la CAF pour que tout le monde sache que réellement que la Coupe d'Afrique va se jouer au Cameroun là-bas. Avant ça, il y a eu pas mal de soucis aussi. Des ondits qui se sont passés au Burkina. Les Burkinabés ont voté pour qu'on ne puisse pas organiser cette CAN au Cameroun. Ça s'est passé avec l'ancien président de la fédération, M. Sita Sangaré, avec le nouveau président aussi, M. Bansé, qui a envoyé une lettre à Eto'o-Fils, le président Eto'o-Fils de la FECAFOOT du Cameroun, pour éclaircir les choses. Mais bon, de toute manière, l'ancien président a dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Il avait posé plainte et il a retiré sa plainte. Alors, dans tous les cas, la compétition se tiendra au Cameroun. Et puis, ce qui est intéressant là-dessus, il faut que les Camerounais sachent, on est de tout cœur avec eux, et qu'il n'y a plus de problème. Et le problème a été résolu au Burkina comme au Cameroun. Donc, tout le monde est satisfait. 24 équipes sont donc en compétition, y compris les étalons du Burkina Faso, que vous connaissez bien, puisque vous avez été leur sélectionneur adjoint. Comment se prépare-t-il ? Ils se préparent très bien. Donc, ils sont partis à Dubaï. Ils ont fait leur premier match amical contre la Mauritanie, qui s'est soldé par un score de 0 but partout. Je pense qu'ils vont mieux se préparer pour commencer cette compétition qui ne va pas être facile contre les Lions indomptables du Cameroun, match d'ouverture. Et donc, il faut qu'on se prépare très très bien pour affronter ce match et le gagner. Justement, le Burkina Faso qui est dans la poule A, la poule du pays organisateur, le Cameroun, c'est d'ailleurs l'affiche du match d'ouverture. Quels sont les atouts des étalons face aux Lions indomptables qui joueront donc à domicile ? Oui, à domicile, c'est toujours le problème. Les Camerounais auront plus la pression que les Burkinabés parce qu'ils sont chez eux, il y a le public qui va pousser. Mais je pense que nos jeunes étalons, on ne les connaît pas assez, mais qui créent tout le temps des surprises. Si on veut bien voir lors du match contre l'Algérie, quand on a joué, tout le monde nous voyait en mauvaise position en Algérie, mais on a fait 2-2 contre l'Algérie. Donc l'équipe du Cameroun doit faire très très attention car on vient pour gagner ce match-là. Alors la participation de certains joueurs africains à cette compétition est compromise en raison de cette polémique autour de la question de la libération des joueurs par les clubs. Et c'est une question qui est assez récurrente. Comment mettre définitivement fin à ce problème de calendrier ? Le problème de calendrier, vous savez, quand l'ancien président Issa Hayatou était là, ils ont changé plusieurs fois la CAN, se jouait dans les jours pairs, maintenant ils ont mis dans les jours impairs. À chaque fois, ils reportent les CAN. Il n'y a qu'en Afrique que ça se passe. Tout ce que moi je veux dire, il faut que nos dirigeants africains se réveillent et tapent fort sur la table. Parce que trop, c'est trop, on ne peut plus supporter. Et si eux, ils ont peur de ne pas dire la vérité, ils n'ont qu'à rendre les tabliers. Parce que maintenant en Afrique... Quelle vérité ? Mais la vérité, c'est que tout le temps, c'est les bénis oui-oui, tout ce que la FIFA décide. Pourquoi ils ne le font pas chez les Sud-Américains ? Et pourquoi ils ne le font pas en Europe ? Et tout le temps, c'est les Africains qui en prennent. Quand il y a une décision à prendre, c'est l'Afrique. Et eux, ils sont quoi ? Les dirigeants qu'on vote maintenant, s'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à laisser. Parce que nous, la nouvelle génération, on en a marre. Et voilà la situation. Cette situation, il faut aussi que les joueurs professionnels africains aussi manifestent là-dessus. C'est vrai, bien vrai, il faut respecter l'Afrique et notre Coupe d'Afrique aussi. Trop, c'est trop. Merci Sidi Napan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien sélectionneur adjoint des étalons du Burkina Faso. Dans le reste de l'actualité, 2021 a été une année de douleur pour la culture, une année en apesanteur durant laquelle reports et annulations se sont succédés. Au Tchad, le secteur de la mode a su résister avec l'organisation de la Sama Fashion Week. Pendant plusieurs jours, les artères de la capitale N'Djamena avaient des allures de podium. Les détails dans ce reportage de notre correspondant, Mahama Ramadan.
Au Tchad, l'année 2021 a été marquée par différentes activités organisées dans le cadre de la 11e édition du festival Sama Fashion Week, un festival dédié à la promotion de la mode en milieu défavorisé et la promotion des jeunes stylistes africains. Des défilés de mode haute couture ont été organisés dans les hôtels, mais aussi dans les rues au profit du public. Une manière pour les promoteurs de susciter la passion de la mode auprès des jeunes. Deuxième objectif aussi que nous visons à travers Sama N'Djamena Fashion Week, c'est la haute couture. Montrer au monde entier qu'aujourd'hui l'Afrique n'a plus rien à prouver en matière de qualité, le choix des tissus, l'agencement, les finitions. Donc à Sama Haute Couture, nous montrons vraiment de la créativité. Ce festival, qui a drainé en décembre 2021 une dizaine de stylistes africains dans la capitale tchadienne, a servi aussi de cadre d'échange pour les jeunes passionnés de la mode et les promoteurs de la haute couture. Les recettes des différents défilés ont servi à financer la scolarisation de centaines d'enfants en milieu défavorisé. Une initiative sociale saluée par les autorités. C'est un exemple à suivre pour les différentes catégories socio-professionnelles. Pensez aux enfants vulnérables, pensez à leur donner du rêve, mais aussi pensez à leur montrer le chemin de la réussite, le chemin de la créativité et surtout le chemin du partage. Selon les promoteurs du festival, l'événement a aussi pour but de promouvoir autrement l'image du Tchad et de valoriser les savoir-faire africains dans le secteur de la mode et du textile. Ils espèrent ainsi susciter une prise de conscience locale sur les opportunités d'affaires et d'investissement dans ce secteur. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. Restez sur Africa 24, l'information continue.